j'aimerais maintenant accueillir avec grand plaisir Yves Gassot, le ou un des fondateurs de l'IDAT, qui va nous présenter un certain nombre d'éléments, d'informations sur le livre, avant de passer la place à Vincent Bonneau. Merci beaucoup François, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux cette année encore pour la présentation de notre DigiWorld Yearbook et écouter nos membres qui ont bien voulu, eux aussi, venir présenter leurs réflexions. Alors, le temps nous est compté. Bien évidemment, notre souci, à nous, les équipes de l'IDAT, c'est de ménager au maximum le temps de parole de nos invités et de nos membres. Donc, ça va être un petit peu une tâche de teasing qui m'incombe, de vous donner envie, effectivement, d'ouvrir ce DigiWorld Yearbook qui va vous être remis à la fin de cette manifestation. Je ne sais pas si vous le lirez sur la plage ou dans d'autres conditions, mais on va essayer de vous donner l'envie de découvrir ce qu'on y présente. Alors, pour ceux qui le connaissent, il y a déjà beaucoup de chiffres. Je ne vais pas en donner trop, mais c'est une façon de planter le décor. Ce qu'on appelle DigiWorld, c'est un ensemble qui regroupe l'essentiel des secteurs du numérique, même si le périmètre n'est pas facile aujourd'hui à définir compte tenu précisément de ce processus de dissémination du numérique dans l'ensemble des domaines d'activité. Là, on s'en tient au domaine essentiel. Vous voyez que c'est quelque chose qui représente plus de 3 800 milliards d'euros, donc c'est assez conséquent. La croissance, elle est finalement un petit peu inférieure à 4% par an. C'est assez stable au demeurant quand on regarde ce qu'elle a pu être au cours des années précédentes. Et au total, c'est quelque chose qui étonne souvent nos interlocuteurs. On reste un petit peu en retrait de la croissance générale du PIB mondial, même si derrière ce point d'écart, il faut avoir en tête une approche en volume qui serait beaucoup plus favorable à la dynamique dans le monde du numérique si on pense au taux de croissance du trafic sur les réseaux d'accès fixe, aux capacités des ordinateurs et de tous les devices, au nombre de chaînes de télévision, au nombre de pixels qu'il y a sur les écrans. Bref, il faut prendre en compte derrière tous les effets qui sont liés à l'innovation numérique et à la baisse des coûts. À l'intérieur même de cet ensemble, qu'est-ce qu'on observe? Tout de suite, vous le voyez, il y a un peu deux choses. Il y a le poids extrêmement important des services de télécommunication qui représentent à peu près 30% de cet ensemble. Ça reste donc extrêmement conséquent. On peut y associer évidemment une fraction également de la valeur des marchés, des équipements et des infrastructures. En revanche, tout de suite derrière, la seconde observation, c'est le taux de croissance qui est associé à cette place prépondérante, qui est particulièrement faible et qui se distingue de celle qu'il peut y avoir pour les autres secteurs, singulièrement, et ce n'est pas une surprise, pour les services de l'Internet qui, eux, croissent à une vitesse de l'ordre de 20%. Et c'est évidemment là une chose tout à fait notable. Alors je ne vais pas détailler tous ces chiffres, vous trouverez les commentaires beaucoup plus précis dans le bouquin. Un second slide sur les données qui donne une vision un petit peu internationale de où se situent les consommations de produits numériques. Ils sont encore de façon massive aux États-Unis avec un taux de croissance qui reste plus important. L'Europe est en retrait en termes de taux de croissance comme en termes de valeur absolue. En valeur absolue, si vous comparez la taille de la population nord-américaine, 360 millions d'habitants, avec les 600 et quelques millions qu'il y a au sein de l'Union européenne, et même en prenant en compte les différences de niveau de vie, de PIB par habitant, vous voyez qu'il y a une consommation beaucoup plus intensive des biens numériques aux États-Unis, en Amérique du Nord, au regard de ce qu'on peut constater en Europe. On note également le poids que représente aujourd'hui l'Asie, même si évidemment derrière cette approche régionale, il y a des réalités extrêmement composites, mais de plus en plus, c'est le poids de la Chine qui se manifeste à l'intérieur de cet ensemble. Et je mettrai aussi l'accent sur les promesses de ce que nous appelons les promesses de l'Afrique numérique. Je vous précise du reste que nous publions maintenant désormais
un DigiWorld Yearbook spécifique sur l'Afrique. N'hésitez pas à nous le demander, n'hésitez pas non plus à soutenir cette initiative en proposant d'être sponsor de la prochaine édition. Voilà pour quelques chiffres. Il y en a beaucoup d'autres et beaucoup plus précis, appliqués au secteur de l'IoT, appliqués à la télévision et au phénomène du streaming, appliqués aux satellites, à la fibre optique, etc. Il y a de nombreux chiffres. C'est évidemment le best-of des études publiées par les équipes de l'IDAT. Il n'y a pas que les chiffres, il y a aussi des analyses qui font apparaître des tendances et qui donnent lieu à un certain nombre de commentaires. Et c'est sur la base de ces analyses que, troisièmement, on propose des scénarios, et je donnerai tout à l'heure la parole à mes collègues qui, successivement, présenteront notre vision des futurs possibles. C'est plus cet exercice-là qu'un exercice de prévision à proprement parler que nous vous proposons sur le numérique et l'Internet en général, et plus particulièrement sur la télévision et sur les télécommunications. Quelques commentaires donc sur les tendances. Pour une part, les tendances au cours des 4 derniers trimestres correspondent à des tendances qui avaient déjà été mises en avant l'année dernière. Le poids des plateformes, le rôle essentiel des plateformes, ça a été souligné par François et par Michel il y a un instant. Je voudrais faire 3 commentaires à propos des plateformes et du rôle des GAFA ou des OTT, même s'il n'y a pas une correspondance strictement entre ces 3 notions. Le débat dans notre industrie a été une nouvelle fois très focalisé sur la régulation des plateformes au cours des derniers mois. À l'IDAT, on considère qu'il faut être assez prudent et se méfier d'une régulation spécifique aux plateformes qui, de façon ex ante, définirait les modalités qui doivent être retenues pour encadrer le rôle des différents acteurs. On ne pense pas non plus que la solution soit d'élargir le droit sectoriel des télécommunications et de considérer que finalement les OTT ou les opérateurs de télécommunications font le même métier parce que sur tel ou tel segment de marché, ils sont en concurrence directe. On pense plutôt que la logique de la régulation telle qu'elle est engagée dans le cadre de la review à Bruxelles est plutôt de focaliser la régulation du secteur des télécommunications sur l'accès et l'interconnexion plutôt que de vouloir l'élargir à l'ensemble des plateformes. Alors, est-ce qu'il faut pour autant éviter toute régulation? Est-ce que les plateformes doivent être à l'extérieur de toute réglementation? Certainement pas. Mais il nous semble qu'il y a déjà de la place pour une application résolue de ce que l'on appelle le droit horizontal, qui se traduit par le droit de la consommation, le droit de la privacy, bien sûr l'antitrust. Il y a toute une série de modalités réglementaires qui s'appliquent à l'ensemble des acteurs économiques et qui doivent pouvoir être appliquées dans le cadre, évidemment, de résolution, sans doute à l'échelle européenne et même plus largement à l'échelle internationale. Voilà un premier commentaire à propos des plateformes. Vous trouverez d'autres commentaires, évidemment, dans notre rapport, notamment sur quelque chose qui occupe une place connexe, qui est toute l'économie du partage, qui a donné lieu aussi à de nombreuses réflexions au cours de ces derniers trimestres, sans qu'on sache exactement, du reste, où est la frontière entre les plateformes telles qu'on les identifie, en particulier à travers les GAFA, et l'économie du partage qui a su se développer au cours de ces derniers trimestres. Deuxième commentaire, qui là aussi s'inscrit dans une transformation qu'on avait déjà particulièrement soulignée l'année dernière, précisément celle de la transformation numérique et de ce que j'évoquais tout à l'heure en mettant l'accent sur la dissémination du numérique dans l'ensemble des secteurs d'activité. S'il fallait retenir un secteur, peut-être 2, il y a l'industrie qui est aujourd'hui directement touchée par l'Internet, mais je reviendrai tout à l'heure sur cet aspect de l'actualité. Il y a un deuxième secteur qui a donné lieu de façon particulière à la multiplication de start-up, c'est ce qu'on appelle la fintech, donc le secteur de la finance dominé par les banques et aussi les assurances.
C'est tout à fait remarquable compte tenu du rôle évidemment que joue ce secteur dans l'activité économique, et ça pose un certain nombre de questions de notre point de vue. La première question, c'est de savoir dans quelle mesure il y a des relations de disruption ou entre les fintechs et les acteurs de la banque, ou au contraire, les fintechs vont représenter un formidable réservoir pour les acteurs de la banque pour pouvoir accélérer leur innovation. Il y a une deuxième interrogation qui est liée à la sécurité, qui est associée à l'émergence de ces nouveaux acteurs dans le domaine du mobile paiement, dans le domaine du crédit, dans le domaine de l'épargne. On les trouve dans tous les métiers. On se demande du reste s'il n'y a pas une sorte de décomposition des métiers qui constituent aujourd'hui le métier traditionnel des banques qui s'adressent aux consommateurs. Quelle est la relation exacte entre la disruption et les occasions d'innovation et de transformation que les banques vont trouver dans ces fintechs? Dernière question, c'est une question sur la sécurité et la réglementation. De nombreux efforts ont été faits par les gouvernements depuis 2007-2008, la crise des subprimes, pour mieux encadrer et sécuriser le secteur des finances. Évidemment, les autorités sont prises dans une sorte de dilemme entre favoriser les capacités de transformation et de concurrence que représente la fintech et d'autre part s'assurer qu'on protège bien les consommateurs et qu'on ne fragilise pas le système financier. Mais on ne peut pas parler de ce secteur sans souligner un mot que nous n'avions pas prononcé l'année dernière dans le même exercice, la blockchain. Évidemment, la crypto-monnaie, le bitcoin existait déjà l'année dernière, mais on n'avait pas mis l'accent sur les capacités de transformation que représente cette infrastructure de blockchain qui a été associée au bitcoin, mais qui est aujourd'hui vue de façon plus générale comme une innovation fondamentale. Il y a un peu quand on va vite, et je dois aller très vite, il y a deux façons de décrire ce qui s'apparente à une base de données répartie avec un système de cryptographie extrêmement robuste et qui empêche de revenir en arrière dans cette sorte de registre qui est ainsi constitué. Il y a une première vision qui correspond tout à fait à l'esprit libertaire qui a toujours été présent dans une partie de la dynamique de l'Internet. On arrive à une nouvelle génération où enfin on est dans une situation dans laquelle on va pouvoir se priver de tout intermédiaire, et c'est ainsi qu'on a vu il y a quelque temps un titre de journal titré sur l'ubérisation d'Airbnb, la capacité qu'on pouvait avoir aujourd'hui d'imaginer des transactions entre les individus qui se feraient sans tiers de confiance, sans avoir d'autres intermédiaires que le petit bout de smart contract qui serait porté par la blockchain et sécurisé par ce dispositif. Il y a une approche beaucoup plus pragmatique qui est celle des banques qui, après avoir craint l'effet Bitcoin, ont vu dans la blockchain une capacité d'avoir une efficience bien plus grande dans tout le back-office de leurs transactions internes ou de leurs transactions avec les pairs. Alors derrière la blockchain, il y a d'autres choses qui nous intéressent. Le magazine britannique The Economist titrait à propos de la blockchain sur le trust machine. Et ça nous intéresse particulièrement parce que la confiance pour nous, et vous le verrez tout à l'heure dans la présentation qui sera faite par Vincent Bonneau, c'est un axe stratégique dans la construction de nos scénarios, en relation avec la sécurité, en relation avec la privacy. C'est aussi sur ce thème-là que nous allons vous inviter en novembre prochain pour notre DigiWorld Summit, qui se présente sous le titre The Digital Trust Economy. C'est aussi une façon de souligner l'importance des événements qui ont pu avoir lieu ces derniers trimestres dans ce registre. Pensez aux attaques, aux cyber-attaques qui ont pu s'appliquer aux services publics aux États-Unis, à des opérateurs de télécommunications, TalkTalk aux États-Unis ou au Royaume-Uni ou T-Mobile aux États-Unis, à des chaînes de télévision ici en France. Pensez à cette affaire assez curieuse au demeurant dans les informations qu'on en a eues, ce différend entre Apple et le FBI. Pensez aussi aux longues négociations qui ont été nécessaires à Bruxelles pour avoir une nouvelle réglementation
sur la privacy, aux négociations qui sont encore en cours entre l'Union européenne, la Commission et les Américains pour trouver un successeur au Safe Harbor ou aux discussions dans le cadre du TTIP. Donc la confiance est un élément essentiel. Je terminerai en disant que pour que la confiance en soit soutenue, il faut aussi qu'elle s'accompagne de croissance, de création de richesses, de création d'emplois et d'amélioration pour tous. Et là, nous sommes, nous tous, extrêmement interpellés par un certain nombre de personnes, mais aussi par un certain nombre de faits. On a mis l'accent et on a engagé le débat avec les économistes dans le cadre de notre numéro 100 de notre revue, et ça a donné lieu à une conférence, sur le fait que nous qui voyons de l'innovation extraordinaire dans les secteurs du numérique tous les jours, on a beaucoup plus de mal à accompagner les économistes quand il faut lire l'impact de ces innovations dans les statistiques sur la productivité. Ça a été en particulier souligné par le professeur Gordon qui disait mais finalement dans la dernière période, d'une part, les gains de productivité se sont affaissés depuis 2006, donc avant la crise des subprimes, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et puis quelles sont les véritables innovations depuis 2007 et l'apparition du smartphone à travers l'iPhone. Et c'est avec une certaine pertinence quand vous regardez, vous l'avez vu certainement dans les journaux au cours de ces derniers jours, la chute en volume de la croissance des smartphones. Et d'autres rapprochent ça les difficultés à continuer à valider la loi de Moore. Nous sommes très sensibles à ça. En même temps, je voudrais vous faire partager une conviction. Nous sommes dans le camp des techno-optimistes. Hier, on me présentait une étude qu'une équipe de l'IDAT vient de terminer sur l'Internet de l'industrie. J'y reviens. Et quand on voit la façon résolue avec laquelle, dans des grandes sociétés comme General Electric, comme Audi, comme Engie, comme Michelin, comme Dassault, sont engagés des investissements dans le domaine de l'IoT, dans le domaine du big data, de l'impression 3D, de l'intelligence artificielle, on voit bien qu'il y a une lame de fond qui est en train de se préparer. C'est peut-être ça la révolution industrielle qui a été abordée à Davos. En tout cas, je suis pour ma part convaincu que dans les 3-4 ans qui viennent, on va voir se mettre en place un puzzle qui est certes très difficile à assembler, qui va sans doute se traduire par une sorte d'inflexion. La croissance va basculer un peu plus sur le B2B. Elle a été très focalisée sur le B2C au cours de ces dernières années. Elle se traduira sans doute par du B2B2C. C'est aussi ce qu'on appelle la servicisation qui est à l'œuvre, y compris dans le secteur manufacturier. Et pour terminer, je voudrais dire que ces 4 ou 5 ans de délai de latence, ce sont aussi les délais de latence de standardisation de la 5G. Et je crois que c'est une façon de souligner l'importance de la 5G ou l'importance que les verticaux vont avoir pour la 5G. Je vous remercie.